Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre les 1000 abonnés, un objectif qui compte énormément pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais c'est une motivation immense pour me permettre de continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. 3 heures après le début du mariage royal de ma sœur, j'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai trouvé 6 gardes armés sur ma pelouse. Pas des policiers, pas des militaires. Des gardes royaux, le genre qu'on ne voit qu'à la télévision. Leur sombre véhicule s'étirait dans la rue tranquille de Norfolk, en Virginie. Leur lumière discrète clignotant pendant que mes voisins jetaient un coup d'œil par leurs rideaux. Le plus grand garde s'est avancé. Le commandant Emily Carter. Oui, il s'est redressé. Sa Majesté réclame votre présence immédiatement. Pendant un instant, j'ai honnêtement cru qu'il y avait une erreur. Parce que si ma sœur épousait un prince cet après-midi-là, je n'étais même pas invité au mariage. Et selon elle, j'étais une source de honte. En y repensant maintenant, je réalise que c'est à ce moment-là que tout a changé. Mais pour comprendre pourquoi des gardes royaux se sont présentés chez moi ce jour-là, il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Je m'appelle Emily Carter. J'ai servi 28 ans dans la marine des États-Unis. Au moment de cette histoire, j'avais 28 ans et j'étais stationné près de Norfolk. La plupart des gens qui me rencontraient me décrivaient comme stable, fiable, le genre de personne sur qui on peut compter quand les choses se compliquent. Je n'étais pas glamour, je n'étais pas célèbre. Et contrairement à ma sœur aînée, Rachel, je n'ai jamais cherché l'attention. Rachel et moi avons grandi dans une petite ville près de Columbus, Ohio. Notre père travaillait à l'entretien pour le district scolaire du comté. Notre mère a été infirmière pendant des années. Nous n'étions pas pauvres, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent supplémentaire. En grandissant, Rachel a toujours rêvé d'une vie plus grande. Elle découpait des images dans des magazines et les collait sur les murs de sa chambre. Des manoirs, des robes de créateurs, des vacances de luxe, des stars de cinéma, des familles royales. Tout ce qui avait l'air glamour. J'étais différente. J'aimais la structure, la responsabilité, le but. Pendant que Rachel rêvait d'être admirée, je rêvais de servir quelque chose de plus grand que moi. Aucun des deux rêves n'était faux. Ils étaient simplement différents. Enfants, nous étions en fait très proches. Très proches. Rachel avait 3 ans de plus. Quand les garçons du quartier la taquinaient, je la défendais. Quand elle avait du mal à l'école, je l'aidais pour ses devoirs. Quand nos parents se disputaient à propos d'argent, nous nous asseyions ensemble sur le porche arrière et imaginions de meilleurs avenirs. À l'époque, je pensais que nous resterions toujours proches. La vie en avait décidé autrement. Après le lycée, Rachel a déménagé à New York. Elle a occupé divers emplois, relations publiques, marketing, organisation d'événements. Elle était intelligente, ambitieuse et déterminée. Finalement, elle a réussi à organiser des galas de charité et des événements sociaux pour des clients fortunés. Pendant ce temps, j'ai rejoint la marine. L'armée est devenue ma seconde famille. Les années ont passé vite. Déploiement, entraînement, affectation, longue période loin de chez nous. Rachel et moi parlions toujours, mais plus aussi souvent. Chaque année, nos vies semblaient s'éloigner davantage. Puis, 2 ans avant le mariage, Rachel a appelé avec une nouvelle choquante. Elle avait rencontré le prince Alexander. Au début, j'ai ri. Je pensais honnêtement qu'elle plaisantait. Les femmes américaines n'appellent pas d'habitude leur sœur pour annoncer négligemment qu'elles fréquentent un prince. Mais c'était vrai. Alexander appartenait à une famille royale européenne respectée. Pas l'une des grandes monarchies dont on parle tous les jours, mais une vraie famille royale néanmoins. Leur relation est devenue sérieuse rapidement. Les médias ont adoré l'histoire. Une Américaine de l'Ohio tombant amoureuse d'un prince. Cela ressemblait à un conte de fées. Et pendant un certain temps, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Chaque fois que des journalistes apparaissaient à la télévision pour discuter des fiançailles, je souriais. Rachel avait l'air heureuse. Cela me suffisait. Du moins, c'est ce que je croyais. Les premiers signes de problème sont apparus après l'annonce des fiançailles. Rachel est devenue de plus en plus préoccupée par les apparences. Tout devait avoir l'air parfait. Chaque photographie, chaque événement public, chaque interview, elle a commencé à parler différemment, à s'habiller différemment, à rire même différemment, comme si elle devenait quelqu'un d'autre. Un soir, environ 6 mois avant le mariage, j'ai pris l'avion pour New York pour lui rendre visite. Nous nous sommes rencontrés pour dîner. Au début, tout semblait normal. Puis, elle a commencé à parler du mariage, des listes d'invités, du protocole royal, de la couverture médiatique.
de la sécurité. Finalement, elle m'a regardé et a dit quelque chose d'étrange. Tu devrais probablement éviter de porter ton uniforme devant certaines personnes. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Elle a hésité. Cela ne correspond pas à l'image. L'image? Je me souviens de ces mots clairement, parce qu'ils m'ont blessé plus que je ne m'y attendais. Mon uniforme représentait des années de sacrifice, des années de service, des amis perdus, de la famille manquée, des rêves mis en attente. Ce n'était pas une image, c'était ma vie. J'ai essayé d'en rire, mais quelque chose entre nous a changé cette nuit-là. À l'approche du mariage, nos conversations sont devenues plus courtes, moins fréquentes, plus inconfortables. Puis est venu l'appel téléphonique, celui dont je me souviens encore mot pour mot. J'étais assise dans mon appartement après une longue journée à la base. Les invitations au mariage avaient déjà été envoyées. La mienne n'est jamais arrivée. Au début, j'ai supposé qu'elle s'était perdue, alors j'ai appelé Rachel. « Salut », ai-je dit légèrement, juste pour vérifier. Je n'ai pas reçu mon invitation. Il y a eu une pause assez longue pour que mon estomac se serre. Puis elle a soupiré. « Émilie, seuls les membres de la famille proche sont invités. » J'ai ri nerveusement. « Rachel, je suis de la famille proche. » Une autre pause. Puis est venue la phrase qui a tout changé. « Tu n'as pas ta place là-bas. » J'ai senti ma poitrine se serrer. Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix s'est durcie. « S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles, Rachel. » Encore un silence. Puis, elle l'a finalement dit. « Tu es une honte. » Les mots m'ont frappé plus fort que je ne peux le décrire. Pas parce qu'ils étaient cruels. Parce qu'ils venaient d'elle, ma sœur. La fille qui partageait autrefois une balançoire sur le porche avec moi pendant les orages. La fille que j'avais protégée toute ma vie. Je ne pouvais pas parler. Rachel a continué. Tu ne comprends pas comment ces événements fonctionnent. Aide-moi à comprendre. Tu ne t'intègres tout simplement pas dans ce monde. J'ai regardé le mur. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai murmuré. J'espère que tu es heureuse, Rachel. Puis, j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré immédiatement. La marine t'apprend à compartimenter tes émotions. Mais plus tard dans la nuit, seule dans mon appartement, je me suis assise tranquillement et je me suis demandé comment nous avions pu nous éloigner autant. Le mariage a eu lieu 3 semaines plus tard. Le matin même, notre organisation locale d'anciens combattants a organisé une cérémonie commémorative en l'honneur de plusieurs marins récemment décédés. J'ai choisi d'assister à cette cérémonie, pas par désir de vengeance, pas par colère, parce que ces hommes comptaient, et parce que je n'étais la bienvenue nulle part ailleurs. Alors que je me tenais parmi mes camarades vétérans ce matin-là, écoutant la sonnerie des clairons résonner sur le terrain du cimetière, j'ai essayé de ne pas penser à Rachel. J'ai essayé de ne pas imaginer le mariage. J'ai essayé de ne pas me demander si elle pensait à moi du tout. Je n'avais aucun moyen de savoir que 3 heures plus tard, des gardes royaux arriveraient à ma porte et que tout le mariage commencerait à s'effondrer. La cérémonie commémorative s'est terminée peu avant midi. Je suis resté derrière, après que la plupart des gens soient partis. Ce n'était pas inhabituel pour moi. De nombreux vétérans de mon âge assistaient à ces cérémonies par respect. Les vétérans plus âgés y assistaient parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup de jeunes n'avaient pas encore appris. Le temps est précieux, et les gens s'apprécient rarement suffisamment tant qu'ils sont encore là. Le cimetière se trouvait sous un ciel clair de Virginie. Une brise légère soufflait à travers les rangées de drapeaux. Je me tenais tranquillement dans mon uniforme de marin, les mains jointes derrière le dos, fixant un monument de granit. À côté de moi se tenait le Chief Petty Officer Frank Dawson, un marin à la retraite dans la soixantaine. Frank était devenu une sorte de mentor au fil des ans. Il m'a regardé. « Tu sembles distraite aujourd'hui. » Ai-je souri faiblement. « Moi ? Oui. » J'ai ri doucement. Je suppose que je ne le cache pas très bien. Frank a hoché la tête. « Mariage. » Je l'ai regardé. « Comment as-tu su ?» Il a souri. « Parce que tu as passé les 20 dernières minutes à fixer ce monument sans rien voir. » Cela m'a fait rire. Pour la première fois de la matinée, Frank a posé une main sur mon épaule. « La famille peut vous blesser plus profondément que n'importe quel ennemi. » Ces mots sont restés avec moi parce qu'ils étaient vrais. Au moment où je suis rentré chez moi, le mariage royal était déjà en cours. Toutes les grandes chaînes d'information semblaient le couvrir. Camions de télévision, commentateurs, invités arrivant dans des voitures de luxe,
Images de drones, journalistes souriants, tout cela ressemblait à un film. J'ai pris une tasse de café dans mon salon et je me suis assise. Contre mon meilleur jugement, j'ai allumé la télévision. Il y avait Rachel, ma sœur, debout sous une arche florale qui valait plus que mon salaire annuel. Elle était belle, radieuse même. Pendant un instant, j'ai oublié ma douleur. J'ai oublié l'appel téléphonique, j'ai oublié l'insulte. J'ai simplement vu ma sœur, la fille avec qui j'avais grandi. Et malgré tout, je voulais qu'elle soit heureuse. La voix du commentateur a rempli la pièce. Un véritable conte de fées moderne. J'ai mis la télévision en sourdine. Des contes de fées. La vie était rarement aussi simple. En regardant les images silencieuses à l'écran, des souvenirs ont commencé à refaire surface. Ceux qui arrivent de manière inattendue. Quand Rachel avait 16 ans, elle voulait désespérément participer à un programme de leadership d'été. Nos parents ne pouvaient pas se le permettre. Les frais de scolarité n'étaient pas énormes, mais c'était plus d'argent que nous n'en avions. J'avais 13 ans. J'ai passé tout l'été à tondre des pelouses et à nettoyer des garages dans toute la ville. Quand la date limite est arrivée, j'ai donné à Rachel une enveloppe contenant chaque dollar que j'avais gagné. Elle a pleuré. Elle m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je voulais. À l'époque, cela suffisait. Nous prenions soin l'une de l'autre. Ou du moins, je le croyais. Un autre souvenir a refait surface. La première année de Rachel à New York. Elle avait des difficultés financières, travaillait 2 emplois, vivait avec 3 colocataires, essayait désespérément de bâtir une carrière. Une nuit, elle m'a appelé en pleurant. Elle était en retard de 3 mois sur son loyer. J'avais juste reçu une prime de réengagement de la marine. Sans hésiter, je lui ai viré l'argent. Elle m'a promis de me rembourser. Je ne lui ai jamais demandé. La famille n'était pas censée tenir un compte. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai complètement éteint la télévision. Le silence était plus agréable. J'ai passé l'heure suivante à m'occuper du petit jardin derrière ma maison de ville. Le jardinage était devenu ma thérapie. La vie militaire pouvait être chaotique. Les plantes étaient honnêtes. Vous leur donniez des soins. Elles poussaient. Meiji. Simple, prévisible, contrairement aux gens. Alors que j'arrosais une rangée de plants de tomates, mon téléphone a vibré. Un message texte de ma mère. Je regarde le mariage. J'aimerais que tu sois là. J'ai fixé le message. Puis, un autre est arrivé. Ton père continue de demander si tu as eu des nouvelles de Rachel. Je n'en avais pas. Pas depuis l'appel téléphonique. J'ai tapé une réponse. Non, mais je vais bien. Quelques secondes plus tard, ma mère a répondu « Je t'aime ». Ces 3 mots m'ont presque brisé parce qu'ils me rappelaient que tout le monde ne mesurait pas la valeur par le statut. Certaines personnes valorisaient encore le caractère. Vers 14 heures, la curiosité a pris le dessus. J'ai rallumé la télévision. La cérémonie battait son plein. Le prince Alexander se tenait à côté de Rachel, sous un pavillon décoré. Des centaines d'invités remplissaient d'élégantes chaises blanches. Le cadre donnait sur la baie de Chesapeake. Tout avait l'air parfait, mais quelque chose a attiré mon attention. Alexander semblait distrait, pas nerveux, inquiet. Plusieurs fois, il a jeté un coup d'œil vers la zone des invités, puis vers des membres de la famille de Rachel, puis à nouveau. Je ne pouvais pas entendre les conversations. Mais son expression avait l'air de plus en plus troublée. Je pensais que j'imaginais des choses. Puis, un reporter a mentionné quelque chose d'intéressant. Le prince semble parler avec des proches entre les parties de la cérémonie. Cela m'a semblé étrange. La plupart des mariés étaient trop occupés à se marier pour mener des interviews familiales. Plus tard, lors d'un segment de réception, les caméras ont brièvement capturé Alexander parlant avec mes parents. Mon père avait l'air mal à l'aise. Ma mère avait l'air émue. Alexander avait l'air perplexe. Un étrange sentiment s'est installé dans mon estomac. Quelque chose n'allait pas. Des heures plus tard, j'apprendrais ce qui s'était passé. Mais à ce moment-là, je ne savais rien. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Alexander avait posé une simple question. Où est Emily? Il s'attendait à ce que je sois là, pas seulement présente, assise avec la famille immédiate. Quand mes parents m'ont expliqué que je n'avais pas été invité, Alexandre, paraît-il, a cru à un malentendu. Il n'y en avait pas. Rachel a tout avoué. D'après ce que j'ai appris plus tard, leur conversation a vite tourné à l'aigre. Emily ne pouvait pas venir, avait d'abord prétendu Rachel. Mon père l'avait alors corrigée. Elle n'était pas invitée. Alexandre l'a dévisagée. Qu'est-ce que vous voulez dire, elle n'était pas invitée? Rachel a apparemment tenté de balayer la chose, mais le mal était fait. Plusieurs membres de la famille royale,
avaient entendu l'échange, y compris le père d'Alexandre, le roi. Pendant près de 2 ans, ils avaient voulu me rencontrer, et voilà qu'ils découvraient que j'avais été délibérément exclu. Pendant ce temps, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait autour de ce mariage, j'étais assise chez moi, à lire un roman. L'ironie me fait encore sourire. L'histoire se déroulait, et je m'inquiétais de savoir si mon plant de tomates avait besoin de plus d'eau. Vers 15 heures, un autre souvenir a refait surface, un que j'avais presque oublié. Des années plus tôt, lors d'une mission humanitaire à l'étranger, j'avais aidé un vieil homme après un accident de transport. Cela m'avait paru insignifiant, juste un instant parmi des milliers durant un déploiement. Je n'en avais jamais beaucoup appris sur lui. Je ne m'attendais pas à le revoir. Et encore moins à ce que cette rencontre ait une importance des années plus tard. J'ai écarté le souvenir. À l'époque, il me semblait sans rapport, juste une autre pensée aléatoire. Dehors, le quartier restait paisible. Des enfants faisaient du vélo. Des chiens aboyaient. Quelqu'un taillait une pelouse. Un après-midi américain, parfaitement ordinaire. Puis, quelque part en Virginie, une décision a été prise. Un roi a donné un ordre, des véhicules ont été préparés, des équipes de sécurité mobilisées, et un convoi a quitté discrètement le lieu du mariage. Sa destination n'était pas un bâtiment gouvernemental. Ce n'était pas une ambassade. Ce n'était pas une installation militaire. C'était ma petite maison de ville, et je ne la prendrais que dans 30 minutes. La première chose que j'ai remarquée fut le bruit. Pas des sirènes, pas des klaxons, des moteurs, plusieurs, graves et réguliers. J'ai levé les yeux du roman de poche posé sur mes genoux. Par la fenêtre de mon salon, j'ai vu des véhicules sombres tourner lentement dans ma rue. Au début, j'ai supposé que quelqu'un d'important venait d'emménager dans le quartier. Peu être un politicien, peu être un responsable militaire. Norfolk n'était pas exactement étranger aux uniformes et au personnel gouvernemental. Puis, le véhicule s'est arrêté juste devant chez moi. J'ai froncé les sourcils. Ma première pensée fut que quelque chose de terrible s'était passé. Une urgence familiale, un accident, un incident militaire. Dans mon domaine, les visiteurs inattendus apportaient rarement de bonnes nouvelles. Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre. 6 SUV noirs. Plusieurs hommes en uniforme en sortaient. Pas de militaires américains, pas de police locale. Quelque chose d'autre. Mon pouls s'est accéléré. L'un des hommes s'est approché de ma porte d'entrée. Un instant plus tard, la sonnette a retenti. J'ai pris une inspiration et j'ai ouvert. Et là, ils étaient. Des gardes royaux. De vrais gardes royaux se tenaient sur mon porche. Pendant 1 seconde, je me suis sincèrement demandé si je rêvais. Le garde principal s'est avancé. Commandant Emily Carter. Oui, il a hoché la tête respectueusement. Sa Majesté demande votre présence immédiatement. J'ai cligné des yeux. Je suis désolé. Sa Majesté demande votre présence. Je l'ai regardé. La phrase n'avait aucun sens. Sa Majesté, il n'y avait pas beaucoup de rois en Virginie. Je crains qu'il y ait une erreur. Il n'y a pas d'erreur, madame. Il a sorti une pièce d'identité, des titres officiels, une autorisation de sécurité, des sceaux royaux. Tout semblait légitime. J'ai regardé des titres aux gardes, puis au véhicule derrière lui, puis à nouveau. Pourquoi Sa Majesté voudrait-elle me voir? L'expression du garde est restée professionnelle. Je n'ai pas été informé des détails. Bien sûr qu'il ne l'avait pas été. Cela aurait été trop facile. À ce moment-là, mes voisins avaient commencé à remarquer. Des rideaux ont bougé, des portes d'entrée se sont entr'ouvertes. Un adolescent, de l'autre côté de la rue, se tenait ouvertement dans son allée, regardant. Je ne pouvais pas lui en vouloir. L'arrivée de gardes royaux chez votre voisine n'était pas exactement une occurrence courante. Puis-je avoir quelques minutes? Ai-je demandé. Certainement, commandant. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Puis je me suis appuyé contre elle, essayant de comprendre ce qui se passait. Rien n'avait de sens. Je n'avais pas assisté au mariage. Je n'avais pas parlé à Rachel. Je ne connaissais pas la famille royale. Du moins, je ne le pensais pas. Après plusieurs moments, j'ai changé de vêtements. Pas parce que quelqu'un me l'avait ordonné, parce que mon entraînement militaire m'avait conditionné à me présenter correctement. Si quelqu'un d'important voulait me rencontrer, je n'allais pas me présenter en tenue de jardinage. J'ai mis mon uniforme de marine, le même uniforme que Rachel avait autrefois qualifié d'embarrassant. L'ironie ne m'a pas échappé. En ajustant mon col, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Pendant un bref instant, j'ai pensé à refuser, à dire simplement non,
à rester chez moi, à éviter le drame qui se déroulait. Mais la curiosité a gagné. 5 minutes plus tard, je suis ressorti. Le garde principal m'a ouvert la portière d'un véhicule. Merci. De rien, commandant. Alors que nous partions, j'ai remarqué que la moitié du quartier regardait. Madame Grayson, 3 maisons plus loin, a même fait signe. J'ai fait signe en retour. Puis le convoi a tourné sur la route principale et mon après-midi ordinaire a disparu derrière nous. Le trajet a duré environ 45 minutes. Personne n'a offert d'informations. J'ai posé des questions. Ils ont répondu poliment, mais sans être utiles. Tout le monde va bien? Oui, madame. Quelque chose s'est-il passé? Je ne suis pas autorisé à discuter des détails. Suis-je en faute? Cela a valu le plus léger sourire à l'un des gardes. Non, commandant. Au moins c'était quelque chose. Alors que nous nous dirigions vers le complexe en bord de mer, où se tenait le mariage, mes pensées vagabondaient. Je rejouais des scénarios. Peut être que Rachel avait changé d'avis. Peut être qu'il y avait une urgence familiale. Peut être que quelqu'un avait besoin de conseils militaires. Chaque théorie semblait ridicule. Finalement, j'ai renoncé à essayer de deviner. Le convoi a quitté l'autoroute et s'est approché du complexe. L'ampleur de l'événement est devenue immédiatement évidente. Des cars de nouvelles bordaient l'entrée. Des cars satellites remplissaient les parkings. Des photographes s'entassaient dans les zones médiatiques désignées. Les invités se déplaçaient entre des bâtiments élégants et des pavillons au bord de l'eau. L'endroit tout entier ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Puis, notre convoi est arrivé. Le personnel de sécurité a immédiatement dégagé un passage. Les gens se sont retournés, les têtes se sont tournées, les conversations se sont tues, les véhicules ont avancé. Et pour des raisons que je ne comprenais toujours pas, tous les regards se sont soudainement fixés sur moi. Le garde principal a ouvert ma portière. Je suis descendu. La réaction fut immédiate. Confusion, curiosité, murmures, des centaines d'invités fixants. Je me suis soudain senti plus exposé que jamais lors des inspections militaires. Au moins dans la marine, tout le monde savait pourquoi vous étiez là. Ici, personne ne semblait comprendre, y compris moi. Le garde a fait un geste vers le bâtiment de réception principal. Par ici, commandant. J'ai suivi. En marchant, les invités s'écartaient. Certains ont reconnu mon uniforme. D'autres ont simplement compris que quelque chose d'inhabituel se passait. Près de l'entrée, j'ai aperçu mes parents. Ma mère a halté. Mon père avait l'air stupéfait. Aucun des deux ne semblait savoir que je venais. Cela m'a effectivement réconforté. Au moins, il ne faisait pas partie de ce qui se passait. « Émilie » a murmuré ma mère. Je l'ai serrée dans mes bras. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'espérais que tu pourrais me le dire. » Cela a provoqué un rire nerveux. Avant que quiconque ne puisse en dire plus, une autre silhouette s'est approchée. Le prince Alexandre. En personne, il était différent de ce qu'il paraissait à la télévision. Moins poli, plus humain, plus nerveux. Il s'est arrêté à quelques pas, puis a tendu la main. « Commandant Carter, je l'ai serré. Votre Altesse. » Le prince a souri. « Appelle-moi Alexandre, s'il te plaît. » Je n'étais pas sûr que le protocole royal le permettait. Mais avant que je puisse répondre, une autre voix a interrompu. Une voix plus âgée, forte, mesurée. La foule autour de nous sembla se redresser instantanément. Je me suis retourné et je l'ai vu, le roi. Pendant un moment, tout autour de moi sembla s'apaiser. Pas parce qu'il était intimidant, mais parce que tout le monde le respectait clairement. Il s'est dirigé directement vers moi. Sans hésitation, sans cérémonie, sans distance, droit vers moi. Je me suis instinctivement redressé un peu plus. Habitude militaire. Le roi s'est arrêté devant moi. Puis quelque chose s'est produit qui a laissé toute l'assemblée sans voix. Il s'est approché et m'a serré la main avec ses deux mains, chaleureusement, sincèrement, comme pour accueillir un vieil ami. Commandant Emily Carter. Oui, Votre Majesté. Ses yeux se sont adoucis. Nous vous attendions. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises. M'attendre. Pourquoi? Autour de nous, les invités échangeaient des regards confus. Les photographes se sont précipités. Les reporters chuchotaient dans leurs micros. Même mes parents avaient l'air complètement perdus. J'ai ouvert la bouche, les refermé, puis j'ai finalement réussi à poser une question. « Votre Majesté, nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Le sourire du roi s'est légèrement élargi. Pas formellement. Pas formellement. Qu'est-ce que cela signifiait? Avant que je puisse poser une autre question, un mouvement près de la zone de réception a attiré mon attention.
Rachel, debout près de l'entrée, regardant tout. Son visage était devenu complètement pâle. Pas en colère, pas agacé, terrifié. Pour la première fois de la journée, elle avait l'air d'avoir perdu le contrôle de l'histoire qu'elle avait travaillé si dur à écrire. Et, d'une manière ou d'une autre, j'en étais devenu une partie. Rachel ressemblait à quelqu'un qui regarde un pont s'effondrer sous ses pieds. Je n'avais jamais vu cette expression sur son visage auparavant. Pas de la peur, pas de l'embarras, de la panique. Le genre qui survient lorsqu'un secret que vous avez soigneusement protégé se tient soudainement devant des centaines de témoins. Le roi s'est légèrement tourné vers la foule. « Voulez-vous vous joindre à nous à l'intérieur, commandant ?»« Bien sûr, Votre Majesté. » Je l'ai suivi dans le bâtiment de réception principal. Alexandre marchait à nos côtés. Plusieurs membres de la famille royale nous ont accompagnés également. La pièce dans laquelle nous sommes entrés était élégante mais étonnamment confortable. Pas de caméra, pas de reporters, juste des membres de la famille et une poignée de conseillers seniors. Mes parents ont été invités à entrer. Rachel a suivi à contre-cœur. Au moment où la porte s'est fermée, l'atmosphère a changé. Le bruit du mariage s'est estompé. Le roi a fait signe vers une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » J'ai obéi. Mon entraînement militaire m'avait appris à rester calme sous pression. Mais à ce moment-là, je luttais. Rien dans cette journée n'avait de sens. Le roi s'est assis en face de moi. Pendant plusieurs secondes, il a simplement étudié mon visage. Puis il a souri. « Oui, » dit-il doucement. « C'est bien toi. » J'ai échangé un regard confus avec mon père. Il avait l'air aussi perdu que moi. Finalement, j'ai posé la question qui me rendait folle. « Votre Majesté, nous sommes-nous déjà rencontrés auparavant ?» Le roi s'est penché en arrière. Puis il a regardé Alexandre. Le prince a hoché la tête. Il semblait qu'ils avaient discuté de ce moment à maintes reprises. Le roi a joint les mains. « Il y a 6 ans, vous serviez à bord d'une mission humanitaire de la marine en Méditerranée. Mes yeux se sont plissés. La Méditerranée. Immédiatement, des souvenirs ont commencé à remuer. Le déploiement impliquait des secours après une dévastatrice tempête côtière. Des milliers de civils avaient été déplacés. Notre équipe a passé des semaines à aider les autorités locales, fournissant une aide médicale, une distribution de fournitures, un soutien à l'évacuation, de longues journées, peu de sommeil. J'ai hoché lentement la tête. Oui. Le sourire du roi s'est élargi. Pendant cette mission, il y a eu un accident impliquant un véhicule de transport. Un souvenir a refait surface. Soudain, de manière inattendue, un vieil homme, un véhicule endommagé, de la pluie, du sang, du chaos. Je l'ai regardé, et pour la première fois, une lueur de reconnaissance a vacillé. Pas la reconnaissance de son visage. La reconnaissance de la situation. Le roi a continué. Vous avez sorti un étranger blessé d'un véhicule accidenté. La pièce est devenue très silencieuse. Je me suis souvenu. L'étame. Pas parfaitement, mais assez. L'accident s'était produit sur une route côtière étroite. Notre équipe transportait des fournitures lorsqu'un autre véhicule a perdu le contrôle lors de conditions météorologiques extrêmes. Plusieurs personnes ont été blessées. Un passager âgé avait été piégé. Je me suis souvenu l'avoir aidé, stabiliser ses blessures, l'avoir gardé conscient, en attendant le personnel médical. Cela avait duré peu, être 2 heures, 3 au maximum. Juste un autre jour pendant une mission, ou du moins, c'est ce que j'avais pensé. Le roi a souri gentiment. J'étais ce passager. La pièce a disparu. Du moins, c'est ce qu'il m'a semblé. Pendant plusieurs secondes, je n'arrivais pas à parler. Je restais là, figé, essayant de relier le souvenir à l'homme assis en face de moi. Le voyageur blessé d'il y a des années. Le roi. Cela semblait impossible, et pourtant si incroyablement réel. Vous étiez ? Je me suis arrêté. Le roi hocha la tête. Oui. Je me suis appuyé lentement en arrière. Mon esprit rejouait des fragments de ce jour-là. La pluie frappant le métal, les lumières d'urgence, l'odeur du carburant, un vieil homme agrippant mon bras pendant que les équipes médicales s'affairaient. Je me souvenais lui avoir parlé, avoir essayé de le maintenir éveillé, lui racontant des histoires sur l'Ohio, sur ma famille, sur ma carrière dans la marine. Je n'avais jamais su qui il était. Jamais. Le roi eut un petit rire. Vous n'avez jamais demandé mon nom. J'ai ri malgré moi. Non, monsieur. Vous n'avez jamais demandé ma position. Non. Vous ne m'avez jamais traité différemment de quiconque. J'ai haussé les épaules. Parce que vous étiez blessé. Les yeux du roi s'adoucirent. Exactement.
La pièce retomba dans le silence. Puis Alexandre prit la parole. Mon père a parlé de ce jour pendant des années. Je me suis tourné vers lui. Le prince sourit. Il a dit qu'un officier de la marine américaine lui avait sauvé la vie et avait refusé toutes les tentatives de récompense. Ça, je m'en souvenais. Après l'accident, les autorités locales avaient tenté de remercier notre équipe. J'ai accepté une poignée de main et je suis passé à autre chose. C'était normal. Le personnel militaire n'accomplit pas d'actes de service en attendant une reconnaissance. Du moins, pas la plupart. Le roi hocha la tête. Quand je suis rentré chez moi, j'ai demandé à mon personnel de vous identifier. J'ai cligné des yeux. Vous l'avez fait? Nous avons fini par réussir. Cela expliquait beaucoup de choses. Et pourtant, cela n'expliquait presque rien. Alors, pourquoi personne ne m'a-t-il contacté? Le sourire du roi s'élargit. Parce que vous aviez spécifiquement demandé qu'aucune reconnaissance spéciale ne soit accordée. J'ai gémi. Cela ressemblait exactement à quelque chose que j'aurais fait. Plusieurs personnes ont ri, même mon père. Le roi me désigna du doigt. C'est précisément pour cela que je vous admirais. Son expression devint plus sérieuse. Le caractère se révèle quand personne ne regarde. Ces mots pesèrent lourdement dans la pièce, surtout sur Rachel. Je pouvais sentir son malaise sans même la regarder. Alexandre poursuivit l'histoire. Il y a 2 ans, lorsque Rachel et moi nous sommes fiancés, j'ai appris votre nom de famille. Son regard se tourna vers Rachel. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence. Je savais déjà où cela menait. Alexandre soupira, puis j'ai découvert que vous étiez sœur. Il me regarda à nouveau. J'étais ravi. La sincérité dans sa voix me surprit. Je voulais vous rencontrer depuis des années. Le roi hocha la tête. Moi aussi. J'ai jeté un coup d'œil à Rachel. Elle refusait de croiser mon regard. Les pièces commençaient enfin à s'assembler. Lentement, douloureusement, le roi continua. Lorsque la planification du mariage a commencé, nous avons spécifiquement demandé que le commandant Carter reçoive une invitation formelle. La pièce devint immobile. Ma mère ferma les yeux. Mon père baissa la tête. Tout le monde savait ce qui allait suivre. Tout le monde, sauf moi, bien que je commençais à avoir des soupçons. Alexandre avait l'air dévasté. J'avais supposé que vous aviez accepté. Rachel se tortilla, inconfortablement. Le roi se tourna vers elle, pas avec colère, mais fermement. Rachel nous a informé que vos obligations militaires vous empêchaient d'y assister. J'ai fermé les yeux. Voilà, le mensonge. Le premier mensonge. Great. Quoi? Great. 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 Quoi qu'il en soit, dit Alexandre doucement, pendant des mois, nous y avons cru. Puis, sa voix se durcit. Aujourd'hui, j'ai appris la vérité. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Rachel murmura finalement. Je ne pensais pas que cela importait. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Je la regardais. Je la regardais vraiment. Pour la première fois de la journée, je vis quelque chose sous l'image polie. Insécurité, peur, jalousie, vieille blessure. Rachel n'agissait pas comme une princesse. Elle agissait comme la petite fille effrayée dont je me souvenais de l'enfance. La fille qui s'inquiétait constamment de ne pas être assez. Le roi parla doucement. Pourquoi? Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. Elle ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit enfin, sa voix était à peine audible, parce que tout le monde l'admire. La pièce tomba dans le silence. Personne ne s'attendait à cette réponse, pas même moi. Rachel baissa les yeux sur ses mains. Je voulais qu'un jour soit à propos de moi. Mon cœur se serra car soudain, rien de tout cela ne ressemblait à un scandale royal. Cela ressemblait à une tragédie familiale. Des années d'insécurité, des années de comparaison, des années de ressentiment inexprimé, tout menant à ce moment. Le roi échangea un regard avec Alexandre. Puis il se leva. Je crois que les invités méritent d'entendre la vérité. La tête de Rachel se releva brusquement. La couleur quitta son visage. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Et moi aussi. À l'extérieur de ces murs se trouvaient des centaines d'invités, de mariages, de journalistes, d'anciens combattants militaires, de diplomates,
d'amis, de famille, des gens qui n'avaient aucune idée de pourquoi les gardes royaux m'avaient amené ici. Le roi me regarda droit dans les yeux. « Commandant Carter, avec votre permission, je voudrais leur raconter votre histoire. » Je le regardais, complètement stupéfaite. Puis vers les portes closes au-delà desquelles le mariage continuait, et pour la première fois de la journée, je réalisais quelque chose. La vraie cérémonie n'avait pas encore eu lieu. J'avais parlé devant de grandes foules, des cérémonies militaires, des conférences de leadership, des événements de promotion, des funérailles, des célébrations de retraite. Mais en suivant le roi vers le pavillon de réception, je me sentis plus nerveuse que jamais derrière un pupitre, car il ne s'agissait pas de service, de devoir ou de grade. Il s'agissait de famille, et les blessures familiales sont souvent plus difficiles à affronter que les blessures publiques. La réception avait repris pendant que nous étions à l'intérieur. Des invités remplissaient des dizaines de tables surplombant la baie de Chesapeake. Les verres en cristal scintillaient au soleil de l'après-midi. Un petit orchestre jouait près du front de mer. Les conversations allaient bon train. La plupart des gens n'avaient aucune idée qu'une réunion privée venait de changer le cours entier de la journée. Puis le roi entra. Tout s'arrêta. La musique s'estompa. Les conversations se turent. Les gens se levèrent de leur siège. Je suivis quelques pas derrière lui. Une vague de confusion parcourut la foule, surtout lorsqu'ils me remarquèrent. La femme qui n'était pas censée être là. La femme escortée par des gardes royaux. La femme debout aux côtés du roi. Les reporters se déplacèrent immédiatement. Les photographes levèrent leurs appareils. Je n'aurais voulu rien de plus que de disparaître dans le sol. Au lieu de cela, je restais là tranquillement pendant que le roi s'approchait du microphone. Il attendit que la pièce se calme. Puis il parla. « Mes amis », sa voix portait sans effort à travers le pavillon. « Aujourd'hui est un jour de joie. » Les invités sourirent. Rachel était figée à côté d'Alexandre. Le prince lui serra doucement la main. Le roi continua. « Nous nous rassemblons pour célébrer l'amour, la famille et l'engagement. » Il fit une pause. « Mais, avant de continuer, il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez. » Des centaines d'yeux se tournèrent vers moi. Je me suis soudainement intéressé au plancher. Le roi tendit une main dans ma direction, commandant Emily Carter. Des murmures se répandirent instantanément. De nombreux invités reconnurent le nom de famille. D'autres reconnurent l'uniforme. Le roi sourit. Il y a plusieurs années, lors d'une mission humanitaire en Méditerranée, un officier de la marine américaine m'a sauvé la vie. Les murmures cessèrent. Tous les visages se tournèrent vers lui, y compris le mien. Même si je connaissais déjà l'histoire, l'entendre publiquement était tout à fait différent. Le roi décrivit l'accident, la tempête, le sauvetage, les longues heures d'attente des équipes médicales. Il ne parlait pas comme un monarque racontant un événement officiel, mais comme un homme reconnaissant se souvenant d'un des pires jours de sa vie. Quand il eut fini de décrire le sauvetage, il me regarda droit dans les yeux. Le commandant Carter n'a jamais demandé qui j'étais. Quelques invités rirent doucement. Elle n'a jamais demandé mon titre. Plus de sourire. Elle n'a jamais demandé quelle récompense pourrait suivre. Maintenant, la pièce était complètement silencieuse. Le roi posa une main sur son cœur. Elle a simplement vu un autre être humain qui avait besoin d'aide. Quelque chose se serra dans ma poitrine. Je n'étais pas habitué aux compliments. La plupart du personnel militaire ne le sont pas. Nous sommes entraînés à nous concentrer sur la mission, pas sur nous-mêmes. Le roi continua. Pendant des années, j'ai souhaité vous remercier correctement. Son regard balaya l'audience. Prit violemment. Et pendant des années, vous avez rendu cela impossible. Des rires parcoururent la foule. Je ne pus m'empêcher de sourire. Cela me ressemblait tout à fait. Puis son expression devint sérieuse. Il y a une leçon dans votre histoire. Le pavillon devint immobile. Les titres importent moins que le caractère. Sa voix se renforça. La richesse importe moins que l'intégrité. Une pause. Le statut importe moins que le service. Je remarquai plusieurs anciens combattants assis près du devant, hochant la tête en silence. Ils comprenaient. Le roi me désigna doucement. La grandeur ne se trouve pas dans le fait d'être admiré. Une autre pause. Elle se trouve dans la façon dont nous traitons les gens quand personne ne regarde. Pendant plusieurs secondes, personne ne bougea. Puis, une personne se leva. Un ancien vétéran des Marines près du devant. Il commença à applaudir. Un autre vétéran se leva. Puis un autre. En quelques instants, tout le pavillon se leva.
Des centaines de personnes applaudissant. Pas poliment, pas par obligation, genuinement. Le son m'envahit. Et honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait se cacher. Une partie de moi voulait pleurer. Au lieu de cela, je restais là, essayant d'absorber un moment que je n'avais jamais attendu. L'ovation dura près d'une minute, complète. Quand elle prit fin, le roi s'écarta. Alexandre s'approcha du microphone. Son expression était émue. Plus émue que je ne l'avais jamais vu lors d'interviews. « Commandant Carter », commença-t-il. Puis il s'arrêta et sourit. « Émilie ». La foule eut un petit rire. Alexandre secoua la tête. « Mon père parle de vous depuis des années. » Il jeta un coup d'œil au roi. Pour être honnête, je commençais à me demander si vous existiez réellement. Des rires remplirent le pavillon. Puis son expression s'adoucit. Quand j'ai appris que Rachel était votre sœur, j'étais excité. Son regard se porta brièvement vers sa fiancée. Je voulais vous remercier personnellement. Il me regarda à nouveau pour ce que vous aviez fait. La sincérité dans sa voix me toucha, pas parce qu'il était un prince, parce qu'il ressemblait à un fils reconnaissant que son père ait survécu. Cette gratitude semblait réelle, humaine, universelle. Alexandre leva un verre à l'intention du commandant Emily Carter. La foule leva ses verres. Une deuxième salve d'applaudissements suivit. Cette fois, je réussis enfin à faire un petit signe de la main. Le public rit chaleureusement. La tension s'apaisa. Mais alors que les applaudissements s'estompaient, mes yeux se portèrent sur Rachel, et c'est là que tout changea. Parce qu'elle n'était pas en colère, elle n'était pas pleine de ressentiment, elle n'était pas défensive. Elle pleurait. Pas les larmes calculées que les gens produisent quand les caméras sont à proximité. De vraies larmes, le genre qui arrive quand des vérités enfouies depuis longtemps font enfin surface. Pendant des années, Rachel avait recherché l'admiration, la reconnaissance, le statut, la validation. Et maintenant, elle regardait des centaines de personnes honorer quelqu'un qui n'avait jamais recherché aucune de ces choses. Je pense que c'est là qu'elle a finalement compris la différence. Pas entre elle et moi, mais entre l'accomplissement et le caractère. La réception continua. Des invités s'approchèrent de ma table tout au long de l'après-midi. Des vétérans, des diplomates, la famille, des amis, même des reporters, bien que la sécurité les gardât à une distance respectueuse. Tout le monde voulait entendre l'histoire. Je leur disais la même chose. Je faisais juste mon travail. La plupart sourirent poliment, peu semblèrent convaincus. Tard dans l'après-midi, je sortis sur un balcon tranquille surplombant la baie. Pour la première fois de la journée, j'étais seul. L'eau scintillait sous la lumière déclinante du soleil. Des voiliers dérivaient au loin. La brise était fraîche sur mon visage. J'ai enfin expiré. La journée entière semblait irréelle. Quelques heures auparavant, j'arrosais des plants de tomates. Maintenant, je venais de recevoir une ovation debout lors d'un mariage royal. La vie a parfois un étrange sens de l'humour. La porte du balcon s'ouvrit derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner. Je savais déjà qui c'était. Rachel. Ses pas s'arrêtèrent à côté de moi. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous ne parla. Le silence n'était pas gênant, juste lourd. Des années de blessures se tenaient tranquillement entre nous. Finalement, elle essuya ses larmes. Émilie, sa voix se brisa. Je me tournai vers elle. Et pour la première fois depuis le début du mariage, il n'y avait pas de reporter, pas de royauté, pas de public, juste deux sœurs debout, seules au bord de l'eau. Et je pouvais dire à son expression que la conversation que nous allions avoir aurait beaucoup plus d'importance que tout ce qui s'était passé sur scène. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Le brouhaha de la réception parvenait faiblement à travers les portes closes du balcon, derrière nous. Des rires, de la musique, le tintement des verres, la vie qui suit son cours. Pourtant sur ce balcon, le temps semblait étrangement suspendu. Rachel se tenait près de la balustrade, le regard perdu au-delà de l'eau. Son maquillage n'était plus parfait. L'expression si soigneusement maîtrisée qu'elle avait affichée toute la journée avait disparu. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait de nouveau à ma sœur. Pas une mondaine, pas une future princesse, juste Rachel, la fille de l'Ohio, la fille qui avait l'habitude de s'asseoir à côté de moi sur la terrasse arrière pendant les orages d'été. Finalement, elle prit la parole. Je ne sais pas comment commencer. J'ai haussé les épaules. Et c'est la vérité. Elle a ri doucement à travers ses larmes. C'est probablement attendu depuis longtemps. Je me suis appuyé contre la balustrade et j'ai attendu. Parfois, les gens ont besoin de silence plus que de conseils.
Rachel a pris une profonde inspiration. Quand nous étions enfants, tout le monde t'aimait. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, continua-t-elle. Maman et papa étaient fiers de nous deux. J'ai hoché la tête. Ils l'étaient, mais ils t'admiraient. Sa voix tremblait. Même quand tu étais petite, j'ai froncé les sourcils. Rachel, laisse-moi finir s'il te plaît. J'ai hoché la tête. Elle fixait l'eau. Tu as toujours fait ce qu'il fallait. Une autre pause. Tu aidais les gens. Tu travaillais dur. Tu ne te plaignais jamais. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Et chaque fois que quelqu'un parlait de toi, je me sentais plus petite. Je n'ai rien dit, car pour la première fois, je n'entendais pas une accusation. J'entendais de la douleur, le genre qui grandit silencieusement pendant des années quand personne ne réalise qu'elle est là. Rachel a ri amèrement. Tu sais à quel point ça sonne ridicule? Non, ça me sonne ridicule, à moi. Elle s'est essuyé les yeux. Tu m'as donné de l'argent quand je ne pouvais pas payer mon loyer. Je m'en souvenais. Tu m'as aidé à intégrer ce programme de leadership. Je m'en souvenais aussi. Tu m'as défendu toute ma vie. Elle a dégluti difficilement. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis convaincu que tu étais ma compétition. Les mots m'ont frappé plus fort que prévu, car j'ai soudainement réalisé quelque chose. Pendant des années, j'ai cru que Rachel me regardait de haut. Peut être qu'elle l'avait fait. Mais sous cette arrogance, il y avait eu autre chose. La peur, l'insécurité, la conviction qu'elle ne serait jamais à la hauteur. La tragédie était que je n'avais jamais été en compétition. Jamais. Rachel m'a regardé. J'étais jalouse. L'honnêteté dans sa voix m'a surprise. Je détestais la façon dont les gens te respectaient. J'ai secoué lentement la tête. Rachel, non. Elle s'est de nouveau essuyé le visage. Tu mérites d'entendre ça. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur la baie derrière elle. J'ai passé des années à courir après des choses qui faisaient que les gens me remarquaient. Elle a ri doucement. Puis aujourd'hui, j'ai vu une pièce entière se lever pour quelqu'un qui n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Une larme a roulé sur sa joue, et j'ai finalement compris pourquoi. Le silence qui a suivi semblait différent, plus léger d'une certaine manière. La vérité a le don de dissiper le poids, même la vérité douloureuse. Finalement, Rachel m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolé. 3 mots simples. Pourtant, il portait des années de regrets, des années de distance, des années d'incompréhension. Je suis désolé pour l'invitation. Elle a secoué la tête. Non, une autre larme est apparue. Je suis désolé pour tout ça. Je voyais à quel point c'était difficile pour elle. La fierté ne se rend pas facilement, surtout après des années à construire son identité autour des apparences. Sa voix s'est brisée. J'ai blessé la seule personne qui m'ait toujours aimé. Cette phrase a failli me briser le cœur car elle était vraie. Pas parfaitement, pas sans défaut, mais vraie. Je l'avais toujours aimée. Même après l'appel téléphonique, même après que l'invitation au mariage ne soit jamais arrivée, même après qu'elle m'ait traité d'embarras. La famille ne cesse pas d'être une famille simplement parce qu'elle nous déçoit. Du moins, c'est ce que mes parents m'ont appris. Rachel a baissé la tête. Je ne m'attends pas au pardon. J'ai souri tristement. Bien. Elle a levé les yeux. Surprise, j'ai continué. Parce que le pardon n'est pas quelque chose que l'on mérite. Pendant un moment, elle m'a simplement regardé. Puis elle s'est remise à pleurer. Et cette fois, moi aussi. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes. 2 sœurs debout sur un balcon, laissant des années de blessures s'en aller enfin. Un instant plus tard, Rachel a fait un pas en avant. J'ai ouvert mes bras et nous nous sommes serrés dans les bras. Le genre de câlin qui dit tout ce que les mots ne peuvent pas. Le genre de câlin qui vous rappelle que certaines relations valent la peine de se battre, même après qu'elles soient brisées, surtout après qu'elles soient brisées. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous rions toutes les deux à travers nos larmes. Rachel a pointé du doigt la salle de réception. Nous avons probablement l'air terrible. J'ai ri. C'est absolument vrai. La porte du balcon s'est ouverte. Alexander est sorti. Il s'est immédiatement arrêté en nous voyant. Puis, il a souri. Un sourire sincère. Le sourire d'un homme soulagé de trouver la paix là où régnait autrefois le conflit. Est-ce que j'interromps? Rachel a secoué la tête. Non. Alexander s'est approché et a passé un bras autour de ses épaules. Puis il m'a regardé. Émilie. Oui, merci. J'ai souri. Pourquoi? Pour lui avoir donné une chance.
J'ai jeté un coup d'œil à Rachel. Elle a serré sa main, et pour la première fois de la journée, elle avait l'air sincèrement heureuse. Pas parce que les gens regardaient, pas parce qu'il y avait des caméras, parce qu'elle n'avait plus à faire semblant. Plus tard dans la soirée, le roi m'a invité à un dîner privé en famille. Rien de formel, pas de discours, pas de journalistes, juste la famille. Nous avons parlé de service, de vie, de leadership, d'erreurs. Avant la fin de la soirée, le roi m'a remis une distinction civile de son pays, une reconnaissance pour le sauvetage des années plus tôt. Je l'ai acceptée respectueusement. Mais si je suis honnête, ce n'était pas la chose la plus précieuse que j'ai reçue ce jour-là. La chose la plus précieuse était de m'asseoir en face de ma sœur et de rire à nouveau ensemble. C'était le cadeau que je n'avais jamais attendu et celui que j'ai le plus chéri. Des mois ont passé après le mariage. La vie a progressivement repris son cours normal. Je suis resté dans la marine. Rachel et Alexander ont commencé leur vie de couple. Les gros titres se sont finalement estompés. Le cycle des nouvelles a continué. Mais quelque chose d'important est resté. Rachel a commencé à appeler régulièrement. Pas pour la publicité, pas pour les apparences, juste pour parler. Parfois de choses sérieuses, parfois de rien du tout. Les anniversaires sont redevenus des réunions de famille. Les fêtes ont retrouvé leur chaleur. La distance qui semblait autrefois permanente a lentement disparu. Pas du jour au lendemain. La confiance revient rarement aussi vite, mais elle est revenue. Une conversation à la fois, un appel téléphonique à la fois, un acte de grâce à la fois. En y repensant maintenant, on me demande souvent si j'ai ressenti de la vengeance ce jour-là, si ça a été satisfaisant de voir le secret de Rachel exposé devant des centaines d'invités. La vérité est plus simple que ce nombre. Ce que j'ai ressenti, c'était de la tristesse, puis de la compréhension, puis de la compassion. Car les plus grandes victoires ne sont pas les moments où quelqu'un d'autre tombe. Ce sont les moments où la guérison commence enfin. Parfois, les personnes qui nous blessent mènent des batailles que nous ne voyons jamais. Cela n'excuse pas leur choix, mais comprendre ces batailles peut ouvrir la porte au pardon. Et le pardon, j'ai appris, est souvent la liberté que nous nous accordons. S'il y a une leçon que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est celle-ci. Le caractère dure plus longtemps que le statut. La gentillesse dure plus longtemps que les applaudissements. Et la famille, lorsqu'elle est nourrie d'honnêteté, d'humilité et de grâce, peut parfois retrouver son chemin vers la maison. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour penser à quelqu'un avec qui vous avez perdu le contact, quelqu'un à qui vous tenez toujours. Vous ne savez jamais ce qu'un appel téléphonique, une conversation ou un acte de pardon pourrait guérir. Et si vous avez apprécié ce moment passé avec moi, je serais honoré si vous partagiez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et nous rejoigniez pour un autre voyage. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et d'eux.